Bonjour, c'est la rentrée littéraire aujourd'hui. Bienvenue sur ce plateau virtuel de la Voix des écrivains et vous remercie également de votre fidélité pour cette émission littéraire que je vous propose chaque trimestre. Mais tout de suite, la séquence Mon invité. On rêvait qu'il soit parmi nous. Il est là aujourd'hui. Justin Gandoulou. Congolais et élève de Georges Balandier, Justin Daniel Gandoulou est docteur en anthropologie sociale et culturelle, Paris 5e, Sorbonne. Enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 2 et membre du laboratoire ESSO Rennes 2, maître de conférences d'anthropologie sociale et culturelle, il a publié, notamment chez l'Harmattan, plusieurs ouvrages sur les fameux sapeurs congolais dont il reste le découvreur. Il s'agit, en 1984, entre Paris et Bakongo. Janvier 1989, au cœur de la SAP. Novembre 2009, d'Andi à Bakongo. Voici notre deuxième séquence, le livre de l'auteur. Le livre de Justin Gandoulou, au cœur de la SAP. Votre livre, je l'ai lu avec une grande curiosité. Bonjour, Justin Gandoulou. À quoi consiste le travail du sociologue? Bonjour, Denis Malanda. D'abord, merci de m'avoir invité à cette belle émission qui fait parler d'elle sur la place de Paris et dont les Congolais sont fiers. Je voudrais également vous dire que je prends un plaisir en ce moment participant à cette émission. Merci de m'y avoir invité. Ceci dit, pour répondre à votre question, je dirais que le sociologue passe le clair de son temps à vouloir comprendre et expliquer scientifiquement le fonctionnement d'une société, à expliquer causalement le déroulement et les effets des faits et des phénomènes sociaux. Il faut dire que les questions auxquelles s'intéresse le sociologue ne sont autres que celles, et bien souvent d'ailleurs, débattues dans les médias, celles qui font l'objet de conversations ordinaires, que ce soit dans les familles, dans les groupes d'amis, j'en passe et d'autres. Voilà pourquoi le commun des mortels a l'impression déjà de détenir le savoir, ou un savoir, sur la question soulevée. Donc, en fait, le commun des mortels, à ce moment-là, en débattant de ces questions dans les différents cercles ou dans la vie ordinaire, a l'impression de détenir un savoir. Ce que nous appelons, nous, le savoir immédiat, le sens commun, les préjugés, les idées préconçues, les prénotions aussi, d'ailleurs, en font partie, etc. Et vous savez bien aussi que, s'agissant du phénomène qui nous occupe en ce moment, celui qui fait l'objet de cet entretien, en l'occurrence la SAP, il faisait déjà l'objet de discussions, car il attirait de plus en plus l'attention des Congolais, y compris dans les médias, sans doute que dès son apparition au Congo, vous aviez vous-même eu aussi
votre opinion là-dessus. En tout cas, chacun, y compris d'ailleurs les autorités politiques, pouvait en parler, en bien, en mal, avec ou sans arrière-pensée, avec ou sans préjugés, avec ou sans idées préconçues, en bien ou en mal, sans, bien entendu, en saisir les tenants et les aboutissants. Or, le sociologue a une façon tout à fait spécifique de regarder la réalité sociale. Il essaie de poser un regard spécifique. Ce regard spécifique qui conduit bien souvent à remettre en cause le savoir immédiat dont je viens de parler. Le sociologue doit observer la réalité. Il observe la réalité selon des règles précises, selon des méthodes bien précises, dites sociologiques, en vue de produire un savoir. Ce savoir dont nous prenons connaissance la plupart du temps dans les ouvrages publiés. Disons que le sociologue doit utiliser une démarche sociologique, il doit utiliser une démarche d'analyse scientifique du social. Et ceci dit, j'ai été le premier à, comment dirais-je, parler de la SAP, non pas de manière anecdotique, mais faire de la SAP l'objet d'un traitement scientifique. Voilà, un sujet qui pouvait désormais, un sujet sérieux, dont il fallait traiter scientifiquement dans les sphères universitaires. Voilà. Ce qui fait que la publication de mes ouvrages, en commençant par le premier, Entre Paris et Bakongo, et ensuite Dandy à Bakongo, puisque j'ai consacré à ce phénomène 2 ouvrages, sans compter les articles que j'ai produits, et Entre Paris et Bakongo, dont le terrain d'investigation était, bien entendu, Paris et sa région. Voilà. Et il fallait ensuite que je change du terrain d'investigation. Cette fois-là, c'était Brazzaville. Brazzaville, pourquoi? Parce que les sapeurs, tout au long de leur parcours, finissaient par faire ce qu'ils ont appelé la descente à Brazzaville. La descente à Brazzaville, et là, ils retrouvaient aussi des sapeurs, non encore initiés à la SAP, c'est-à-dire n'ayant pas encore effectué le voyage à la Mecque, MEC, la Maison des étudiants congolais. Hein, et donc les 2 groupes, l'un résidant à Brazzaville, l'autre vivant à Paris, pouvaient rentrer en interaction. Comment se regardaient-ils? Que se passait-il dans les 2 groupes? Et bien entendu, dans cet environnement particulier qui est celui qui les avait fait naître. Bakongo, Brazzaville, Poto-Poto, etc. Donc voilà comment j'ai fait que la deuxième partie de mon travail soit réalisée à Brazzaville, le terrain d'investigation à Brazzaville. Et c'est ainsi, d'ailleurs, grâce à mes 2 ouvrages, que j'ai fait connaître le phénomène sapeur, je dis bien, au public français, au public africain et au reste du monde. Hein, au reste du monde. Donc, je ne rougis pas ou je ne noircis pas, comme je pourrais dire, en rappelant que j'ai été le premier à faire connaître ce phénomène. Je sais bien que dans les médias français, pendant plus de 5 ans, les journaux n'avaient pas arrêté de parler de ce phénomène, c'est-à-dire depuis les années 80, j'ai dit 5 ans, jusque plus d'une décennie, puisque ces ouvrages avaient fait leur parution dans les années 80 et jusqu'au début des années 2000.
on trouvait dans la presse française des articles qui parlaient de ce phénomène. Donc, et ça, ça veut dire que j'ai pu donner à la SAP ses lettres de noblesse. Hein. Voilà, ceci dit, qui me permet de dire que un complément à mes deux ouvrages, ou des compléments sont sortis, des compléments, chacun y allant de sa plume, bien entendu. Il y en a qui ont écrit des romans, il y en a qui ont écrit des poèmes, des essais de toutes catégories. Et seulement la seule chose que j'ai regrettée, c'est que la plupart de ceux-là, je dis bien la plupart, pas tous, mais la plupart, se sont comportés comme s'il n'y avait pas eu une antériorité. C'est comme si rien n'avait été fait sur la SAP. C'est comme si rien n'avait été écrit auparavant sur la SAP. Bon, c'est un peu, je me permets de le dire, intellectuellement, ce n'est pas une façon de faire. Quand on veut parler d'un phénomène, et on essaie de voir, de balayer un peu l'environnement intellectuel ou universitaire tout simplement, pour voir si rien n'avait déjà été fait et qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à ce phénomène qui a été décrit. Ça fait déjà plus d'une décennie écoulée que la SAP a fait son apparition. Je m'attendais à ce que ce phénomène qui a pris de l'ampleur, puisque c'est diffusé au-delà géographiquement au-delà du Congo, et en Afrique, beaucoup de pays ont produit des sapeurs. Donc ça veut dire que ce phénomène est devenu sérieux, important. Mais il fallait tout de même que l'on essaie de le traiter, je disais, en précisant. Ce n'est que, comment dirais-je, une forme d'honnêteté, comme je l'ai dit, intellectuelle. Mais c'est aussi comme ça qu'on procède. On veut parler d'un phénomène, on essaie de voir est-ce que quelque chose a déjà été écrit là-dessus, comment est-ce qu'on peut l'enrichir. Parce que ce phénomène qui devient, comment dirais-je, qui prend diverses modalités, aujourd'hui, tenez, on parle de la sapologie. Donc, on pouvait aussi essayer de travailler sur ces différents aspects. Mais je ne regrette pas tellement, puisque en dehors de tous ceux-là qui ont essayé d'écrire sur le phénomène, je vois qu'il y a quelqu'un qui est venu réellement compléter mes travaux, voilà, donner une touche complémentaire au phénomène de la SAP. C'est Elvis Makwezi qui a écrit un dictionnaire de la SAP, et alors que moi j'avais dans mes ouvrages intégré des lexiques, question d'aider le lecteur à comprendre le phénomène, puisque les sapeurs ont un langage particulier, s'exprimant à travers le nkelo, mais le nkelo, il faut l'expliquer au lecteur. Tout le monde n'est pas congolais. Donc voilà, qu'on trouve aujourd'hui un dictionnaire qui reprend les diverses possibilités de langage qui existent chez les sapeurs et qui peut aider tout lecteur éventuel à bien saisir les tenants et les aboutissants de la SAP, de bien saisir, de bien comprendre de quoi ce phénomène est fait et comment est-ce qu'il a évolué. Voilà. Est-ce que l'excentricité a été le déclencheur de ce livre? Non,
Denis Malanda, pas du tout. Bien que l'une des caractéristiques de l'accoutrement des sapeurs est et demeure encore l'excentricité, ben ce n'est pas du tout ce qui avait motivé mon attrait à ce phénomène. Ce n'est pas ce qui avait fait que je puisse m'y intéresser au point d'en faire un objet à traitement scientifique. Voilà. Passible d'un traitement scientifique. Mais je peux égrener quelques raisons qui ont fait réellement que je m'y sois intéressé, que j'ai pris cet objet de la SAP comme, comment dirais-je, comme sujet d'investigation. Bon, étant moi-même natif de Bakongo, ayant grandi dans ce quartier, j'ai été témoin de la plupart des manifestations des sapeurs. Hein. Même si je n'ai pas été tenté de le devenir, puisque la plupart des sapeurs ont quasiment mon âge, ou alors je dirais que j'avais leur âge au moment où je les observais. Donc, étant devenu étudiant en sociologie, ou une fois devenu étudiant en sociologie à l'université Rennes 2, j'avais l'habitude d'aller à Paris, où je pouvais parfois croiser des sapeurs, ceux qui avaient habité à Bakongo, j'allais dire le quartier où je résidais, et d'autres que je n'avais jamais rencontrés à Brazzaville ou à Bakongo. Je constatais en tout cas l'importance grandissante du phénomène sapeur dans les années 80, notamment, hein, parce que c'est l'année où la SAP, ce phénomène a connu en tout cas son apogée, dont on en a véritablement parlé dans les médias, et où justement le moment était sorti mes 2 ouvrages. Alors une fois, me trouvant chez un ami en région parisienne, en parcourant quelques journaux de presse congolaises, je suis tombé sur un article produit dans un quotidien congolais du nom de Moueti, numéro, je pense bien, si mes souvenirs ne me lâchent pas, numéro 470, article qui avait été publié le 8 septembre précisément, 1981. Et quand je parle de Moueti, ceux de ma génération se souviennent bien de ce quotidien. Et cet article était intitulé « Des balados d'un autre genre, les Parisiens ». Alors, le compte rendu, en tout cas, qui en avait été fait, comment dirais-je, était plus ou moins intéressant, plus ou moins gênant, je dois dire. Parce que cet article rendait compte d'un spectacle soi-disant scandaleux, des éléments aventuriers venus de Paris, ayant séjourné quelque temps dans, comment dirais-je, dans des endroits quelquefois peu corrects, mais qui rentraient au Bercail, qui revenaient à Brazzaville pour se pavaner dans les grandes artères. Bon, je pense qu'il y a eu, si mes souvenirs ne me lâchent pas non plus, il y a eu une fois un derby au stade de la Révolution, au stade Massamba Débat, où ces jeunes s'étaient, comment dirais-je, s'étaient illustrés devant un parterre d'hommes politiques qui étaient là, et j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas apprécié. Peut-être que c'est de là que cet article était parti. S'en étaient suivis 2 autres articles à intervalles réguliers, cette fois-ci publiés dans
dans un autre journal, dit Etumba. Hein, le journal Etumba, que chacun des Congolais aussi, de ma génération, avait connu. Et dans ces deux quotidiens, des éminents responsables politiques de l'UGC notamment, l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, se basant ou prenant appui sur l'article de Moueti, eh bien, ils fustigeaient tout simplement les comportements des jeunes, les comportements vestimentaires de ces sapeurs. Et par conséquent, ils proposaient comme moyen de les éradiquer, d'éradiquer ces comportements, j'entends, l'embrigadement. Voilà, l'embrigadement. Alors ça m'a fait penser immédiatement aux jeunesses des pays dits de l'Est. Hein. Je pensais tout de suite à Cuba. Et bon, oui, embrigadement, j'ai dit, Denis Malanda. Vous avez bien compris, embrigadement. De ces jeunes qui étaient assimilés à des délinquants, à des voyous. Hein. Et en tout cas, tous ceux des Congolais qui ont connu cette période du Congo, d'un Congo à orientation idéologique marxiste-léniniste, comprennent bien la mesure ou l'importance ou la gravité même du terme utilisé. J'avoue que à l'issue de cette lecture, à l'issue de la lecture de ces articles, j'étais quelque peu choqué, d'où ma décision de me pencher sur ce phénomène, d'en faire un traitement scientifique, car disposant déjà d'outils d'analyse scientifique du social, je ne voyais pas pourquoi je pouvais me retenir sans y apporter les éléments d'une meilleure compréhension. Voilà. Donc, parce que quand on a des responsabilités à ce niveau-là, à ce niveau politique, on peut responsablement prendre des solutions adéquates, des mesures adéquates pour aider une jeunesse qu'on pense en errance. Et je n'ai pas eu l'impression que jusqu'à aujourd'hui cela ait été fait. Au contraire, j'observe une certaine manière d'encourager cette jeunesse alors qu'on pouvait la responsabiliser de telle sorte qu'elle puisse disposer à terme des moyens à la fois plutôt économiques utiles en fait. Hein. Bon, je ne dis pas qu'elle s'est fourvoyée, cette jeunesse, c'est pas ce que je veux dire. Je dis simplement qu'au lieu d'avoir un esprit de critique, eh bien, il convenait, pour ceux-là qui sont les détenteurs de l'autorité ou du pouvoir, d'un certain pouvoir de décision, eh bien, de faire ce qu'il fallait. Moi, je suis sociologue. Mon travail, c'est de constater les faits, les analyser, et il appartient à ceux qui ont le pouvoir de décider, de prendre des décisions salutaires pour une jeunesse considérée comme en perdition. Par rapport au livre que vous avez publié, quelle est la démarche sociologique qu'on peut retrouver là-dedans? Voyez-vous, Denis Malanda, vous avez dû le remarquer, tous autant que nous sommes, à un moment ou à un autre, nous avons pris part à des discussions. Nous avons, peut-être individuellement ou collectivement, nous avons réfléchi sur un sujet puisé dans la société même. Et alors, du fait que nous soyons intéressés à ce sujet que nous avons
pris dans la société, eh bien nous pensons que nous sommes devenus sociologues. Nous nous targuons d'être des sociologues. Voilà pourquoi je dis que tout le monde se dit sociologue. Tout le monde se dit sociologue, mais la sociologie ne s'improvise pas. Et on ne s'improvise pas sociologue parce que la sociologie repose nécessairement dans sa pratique, je dois dire, sur la mise en œuvre, sur la mise en place d'une démarche spécifique qui est l'émanation de règles à suivre, l'émanation de règles à suivre tout au long de la recherche, dans le but de répondre aux exigences de l'objectivation. Voilà. Je puis ici aussi ajouter que de nombreuses personnes, parmi lesquelles certains sapeurs d'ailleurs, avaient reproché à mes travaux, notamment à mon premier livre, Entre Paris et Bakongo, dont le terrain d'investigation a été Paris et sa région, on m'avait reproché d'avoir dit trop de vérité, trop de choses qui relevaient de la vie quotidienne des sapeurs et de tout ce que le monde ou le milieu des sapeurs recelait comme manière d'être plus ou moins, entre guillemets, orthodoxe. Voilà. Ouais. Et donc, moi je décris la réalité. J'avais décrit la réalité et je ne pouvais pas me dérober devant des choses que j'observais parce que relevant de la vie exacte, concrète des sapeurs. Hein. En sociologie, on ne triche pas. Il n'est pas permis de tricher. Hein. C'est vrai, lorsque une fois je sortais de l'Ogesque, là-bas à la rue de la Pompe, et dans les années 80, immédiatement après la parution de mon livre, eh bien j'ai croisé dans les escaliers deux jeunes en conversation, en pleine conversation, autour de mon livre qui venait de sortir, parce que la presse s'en était emparée. Donc facilement, il faisait l'objet de discussions ici ou là. Et alors, l'un d'entre eux dit, mais en tout cas, ce qu'il a raconté, ce monsieur-là, si jamais on l'attrape dans la rue, on va lui casser la gueule. Bon. Parce qu'il avait dit trop de vérité. Bon. Descendant, donc les marches, au fond de moi, j'ai souri. Mais un sourire de satisfaction parce que je m'étais rendu compte finalement que j'avais dit les choses vraies. Je n'avais pas biaisé la réalité. Hein. Je m'étais appliqué tout simplement à dire ce qui était. Hein. C'est l'objectivité qui est le dessein que nous poursuivons en matière de sociologie. Voilà. Nous cherchons à être objectifs. Et je pense que je n'avais pas tapé à côté. Il existe donc, je voulais dire par là, une démarche dite sociologique qui peut s'appliquer à toute recherche, à tout travail scientifique en sciences sociales. Et cette démarche, je ne l'ai pas inventée. Je n'ai fait que l'appliquer. Cette démarche que l'on retrouve dans mes deux ouvrages consacrés à la SAP. Vous remarquerez d'ailleurs que dans le premier livre, dans ce livre, Entre Paris et Bakongo, que je commence dès les pages 18, je pense, à 26, je commence d'abord par définir les choses. Définir les choses, définir l'objet de mon étude. Parce que en sociologie, si on ne définit pas les choses, eh bien on ne sait pas à la fin où est-ce qu'on va. Hein? On ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc il est important de définir les choses dont on parle d'abord. Hein? En l'occurrence ici, c'était définir ce qu'on entend par sap, par sapeur, par aventurier, par parisien,
etc. Avant de passer justement à ce que nous appelons communément dans notre jargon la problématique. Et une fois qu'on a problématisé, eh bien on parle, on esquisse, on met en évidence les méthodes et les techniques de recherche choisies ou envisagées. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Voilà. Ensuite, une fois que tout cela ce protocole avait été mis en place, eh bien, je suis allé sur le terrain. Il fallait aller à la recherche, à la rencontre de la réalité que vivaient les sapeurs. Donc, je suis allé les rencontrer dans la réalité de leur existence concrète et dans leur itinéraire de sociabilité et de loisirs. Je suis allé à la Mecque, la fameuse maison des étudiants congolais. Je suis allé au Chêne, cette place emblématique, où ils se retrouvaient à longueur de temps. Je suis allé dans le café Béranger. Je suis allé à Château d'Eau. Je suis allé à la gare du Nord, à la gare de l'Est. Je suis allé dans les studios qu'ils occupaient dans Paris, puisque tout le monde ne vivait pas à la Mecque. Donc, voyez-vous, tout ce parcours méthodologique m'avait permis d'aller au fond des choses, de comprendre les choses de manière fondamentale. J'ai discuté longuement avec eux. Parce qu'il fallait que je comprenne le sens de leur discours, le sens de leurs actes. Ensuite, je me suis employé, une fois toute cette information rassemblée, recueillie, ou collectée, il fallait que, bien entendu, en m'entourant d'un maximum de garanties, que je puisse m'employer à l'analyser, à l'interpréter en toute objectivité, hein, et surtout sans condescendance universitaire. Voilà, en gros, ma démarche méthodologique, hein, la démarche scientifique ou la démarche sociologique que vous retrouvez dans mes ouvrages. Finalement, vous avez voulu chercher pourquoi ces jeunes s'intéressent à cette activité vestimentaire, Justin Gandoulou. De toute évidence, Denis Malanda, je ne pouvais pas me lancer dans cette recherche sans avoir l'intention de chercher le pourquoi du phénomène, pourquoi ce phénomène était apparu. Hein, pourquoi il était apparu. Voyez-vous, c'est très important cela. Je me suis posé la question de savoir pourquoi le Congo, ce pays, pourtant pas plus riche et pas plus pauvre que d'autres pays d'Afrique, était arrivé à produire un tel phénomène. Hein. Un pays qui, dans bien des domaines, ressemble à tous les pays que nous connaissons en Afrique. Hein. Eh bien, les raisons sont là. Les raisons sont à la fois historiques, sociales, culturelles, politiques et enfin économiques. N'oublions pas que ce phénomène naît dans les quartiers sud de Brazzaville, en l'occurrence dans le quartier Bakongo. Dans le quartier Bakongo qui, comme le disait mon maître Georges Valondier, est le prolongement des pays Congo. Les pays Congo qui ont connu une double situation de contact. D'abord, avec la présence des Portugais au moment de l'ancien royaume de Congo, et ensuite au moment de la colonisation avec la présence française. Hein, avec la présence française après l'extinction du royaume du Congo. Mais les Congos, avant même d'être en contact avec les populations congolaises,
montraient déjà des signes d'apparat vestimentaire avec des éléments, avec des attributs puisés dans leur environnement propre, comme l'avait aussi noté Georges Varandier dans son éminent ouvrage intitulé « L'ancien royaume de Congo du XVIe au XVIIIe siècle ». Du XVIe et XVIIIe siècle. Ainsi donc, c'est très caractéristique des Congos. L'auteur Varandier l'avait bien montré, l'avait encore réitéré dans un ouvrage intitulé Les Brazzavilles noires. Les Brazzavilles noires. On peut donc comprendre ici cet intérêt initial et particulier présent pour le vêtir, bien entendu, et pour l'apparat en particulier, présent chez les populations Congo. Hein. Donc cet intérêt initial avait constitué chez ces populations comme une prédisposition favorable à l'accès à la culture, j'allais dire, étrangère, en l'occurrence à la culture française, d'abord portugaise, tout simplement certains traits apportés ou manifestés par les Portugais relatifs aux vêtements, au paraître, et ensuite ces mêmes traits qu'ils ont repérés chez les Français, et eux donc les ont captés. Et donc je disais que ces traits culturels ont constitué une sorte d'habitus social. Hein. Je dirais aussi, ils ont constitué comme un stock de ressources dans lequel les Congos, confrontés à une existence ténébreuse, imposée par par la société congolaise simplement, incapable de les accueillir, incapable de les insérer, voilà que manifestement ils les ont complètement, ils s'en sont appropriés et en ont fait leur leur propriété. Hein, puisque j'ai entendu, quelquefois dans les discours des sapeurs, mais vous voyez, nous, la sape, c'est dans la peau. Nous sommes nés comme ça. Nous sommes nés comme ça, mais on ne naît pas comme ça. Hein. On ne naît pas comme ça, c'est parce que il y a eu des prédispositions. Il y a eu, chez les Congos, cette habitude sociale qui fait que, je dis bien habitus, pas habitude, hein, des prédispositions qui ont pris corps en eux au fil du temps, qui font que, bon, ben voilà, ils sont aptes de se frotter à telle culture et pouvoir puiser dans cette culture-là des éléments qu'ils font surgir à l'extérieur ou bien en eux au moment de leur apparat. Quels sont les facteurs qui ont poussé ce phénomène de la sape, de s'aventurier, puisqu'on parle même du parisianisme? Ici, on peut évoquer des raisons culturelles, notamment le rapport des Congolais à la culture occidentale et française en particulier. La déscolarisation et le désœuvrement qui ont conduit au mimétisme à l'égard de la société dominante congolaise constituent aussi des éléments à prendre en compte dans l'explication de ce qui a poussé ces jeunes à ce phénomène-là. J'avais expliqué largement dans
mes ouvrages, je ne pense pas y revenir largement, faute de temps, que j'avais expliqué que faute d'avoir été intégrés dans leur société, et donc faute d'être promis à un avenir meilleur, mais plutôt ténébreux, comme je venais de le rappeler plus haut, ces jeunes intelligents et dynamiques ont compris qu'il fallait tout simplement prendre un raccourci. Un raccourci qui consistait à imiter les soi-disant membres de la société dominante congolaise, le gratin de la société congolaise, qui leur ont jeté en plein la figure à longueur de temps, hein, ces grands messieurs-là, ces soi-disant grands messieurs, pour pouvoir passer pour des gens qui ont réussi. Hein, comme le disait une fois l'un d'entre eux, je parle des sapeurs ici, voilà, au cours d'une discussion que j'avais avec Alamec, il dit, mais vous savez, monsieur, un bon plumage fait un bel oiseau. Oui, il avait raison. Et il ajoutait, mais l'habit fait le moine, hein? L'habit fait le moine. Oui, l'habit fait le moine. Même si ce n'est pas toujours le cas, mais voilà, l'habit fait aussi le moine. Ou peut faire le moine. Hein? Alors, donc là, ils étaient dans une sorte d'illusion de réussite sociale, puisqu'ils se sont accaparés des signes extérieurs du gratin de la société, sans pour autant détenir les éléments objectifs de la réussite. Donc ils étaient en pleine illusion, parce que lorsqu'ils se pavanent dans les grandes artères de la ville, extérieurement, ils peuvent se passer pour des gens qui ont réussi. Il y a des anecdotes à cela. Lorsque certains Parisiens faisaient leur descente à Brazzaville, eh bien, j'avais connu une histoire comme ça où un sapeur avait désarmé la copine d'un de ces fameux grands messieurs. Alors, allez comprendre comment et pourquoi. Hein. Donc, l'illusion fait que, voilà, on arrive à se passer pour. Hein, se passer pour. N'oublions pas que nous sommes là aussi dans une société où la considération sociale passe par le vêtir, par le vêtement. Hein. Quelqu'un qui est bien habillé, qui se présente quelque part, s'il demande un service, on le lui accorde tout de suite, sans réfléchir. Alors que si vous vous présentez en tenue plus ou moins débraillée, eh bien, vous avez très peu de chances pour que l'on accorde une attention sur vous, hein, la moindre attention sur vous. Donc l'aspect affiché, le paraître, c'est un élément important, hein, que l'on retrouve aussi dans pas mal de sociétés, pas seulement au Congo, mais là, les sapeurs l'ont bien exploité, ils le savent très bien. Et vous voyez que tout le monde, chacun de nous, à un moment donné de notre jeunesse, nous avons envisagé, nous avons aspiré à un jour à être bien dans la société, hein, à un bien-être dans la société. Hein. Et lorsque vous êtes déscolarisé, désœuvré, comme je disais, promis à un avenir ténébreux, eh ben, vous n'allez pas vous contenter de continuer à être dans cette misère, dans une misère qu'elle soit apparente ou réelle. Hein. Eux, eh bien, se sont saisis du vêtement. Ils l'ont endossé. Et ma foi, ils ont fait illusion. Hein. Voilà. Alors, la SAP est devenue, pour ces jeunes, pas qu'un simple exutoire, une manière de conjurer la misère ou l'exclusion. Hein. C'est devenu une sorte de catharsis. Hein. Une sorte de catharsis. En tout cas, telle est la lecture que j'en ai faite à ce moment-là, par rapport aux éléments de contexte. Mais cette lecture
je ne pense pas qu'elle soit totalement désuète. Voilà, en gardant cette lecture même, d'ailleurs, comme base de départ, comme substrat à toute réflexion sur ce phénomène, on devra aujourd'hui prendre en compte différents autres éléments apparus qui se sont ajoutés au tableau congolais pour essayer de comprendre un peu l'évolution du phénomène. Des éléments nouveaux, qu'ils soient, comment dirais-je, d'ordre politique, économique ou social. Et quant à la pérennité de ce phénomène de la SAP, je ne dis pas que je l'avais prédit, je l'avais évoqué. Je l'avais évoqué en disant que ce phénomène avait une chance de se pérenniser. Et ma foi, je ne m'étais pas trompé. Parce que tous les ingrédients étaient présents pour pouvoir le dire. Et c'est au chapitre 6, d'ailleurs, de mon livre, Antibali Bakongo, que j'ai évoqué cette question de pérennité. Est-ce que le fait que nous soyons colonisés par les Français nous amène à avoir des habitudes des anciens colonisateurs? Je parle de la société de consommation et du goût vestimentaire. Denis Malanda, vous savez, il y a un proverbe chez nous qui dit que là où il y a eu de l'eau, l'humidité ne manque pas. Je pense, peut-être pas à tort, on peut l'appliquer ici, chez les Congos. J'ai parlé de la situation de double contact dont ils, je ne dis pas bénéficier, je dis plutôt qu'ils ont connu. Il va de soi que lorsqu'on met deux groupes en contact direct et continu, se produisent la plupart du temps des changements subséquents dans l'un ou l'autre groupe. Dans l'un ou l'autre groupe. Ici, il s'opère, il a pu s'opérer un transfert du fait de cette mise en contact direct, un transfert de traits culturels. D'où ce qu'on appelle acculturation. Acculturation. Et cette mise en contact ainsi réalisée, nos populations, ayant connu la présence des Portugais, même si les Portugais ne se sont pas pérennisés ou leur présence n'ayant pas duré plus de temps que la présence des Français, me semble-t-il. Et ce que l'on peut retenir, c'est que la situation coloniale, du fait d'une certaine violence qui l'a caractérisée, comme avait su le dire mon maître Georges Ballandier, cette situation coloniale n'est pas restée sans trace, parce qu'elle, sans laisser des traces, parce qu'elle avait mis en place deux types de populations, deux groupes de populations, l'une dominante, l'autre dominée. Et manifestement, celle qui était dominée a eu comment dirais-je, toutes les possibilités d'ingurgiter les éléments de culture étrangère. J'ai parlé de la violence parce que la colonisation, contrairement à ce que l'on peut penser, n'a pas été de toute douceur. Elle n'a pas été de toute douceur. L'histoire du Congo le montre très bien. Alors, ce que les colons français nous ont apporté, que ce soit l'école, le cinéma, les médias,
conçus en France pour la France ou alors pour les colonies, dans bien des cas. Tous ces médias et l'école, comme je disais, ont été des véhicules de nouveaux comportements, de nouveaux modèles de pensée, de nouvelles façons d'être. Tout cela a façonné aussi nos mentalités, notre perception de la réalité. Et par conséquent, nos modèles aussi de consommation. Hein, nos modèles de consommation. N'oubliez pas que, comme je l'ai aussi indiqué dans les précédentes lignes, cette situation particulière de double contact, même si certains peuvent dire que voilà, oui, mais la colonisation ne justifie pas tout, je pense que même si on se targue de dire ça, lorsqu'on fait son examen de conscience, quelque part, on se dit oui, en tout cas, ceci, si on n'avait pas été colonisé, ça n'aurait pas existé. Cela, si on n'avait pas été colonisé, ça n'aurait pas existé. Donc il faut tenir compte véritablement de cet élément-là. La colonisation française s'était faite dans des conditions et des circonstances particulières. Alors, elle permettait aux colons, dans le contexte de la domination, eh bien, de laisser passer des traits culturels qui ne nous ont pas laissés indifférents, en tout cas dans notre inconscient collectif. Chacun sait qu'en matière vestimentaire, en tout cas, nous nous inspirons plus du modèle français que du modèle indien, par exemple. Hein. Vous pouvez constater qu'il suffit qu'on dise que tel produit vient de France pour qu'on s'y intéresse à la place d'un produit qui vient d'Afrique ou d'Asie. Donc là, les choses sont claires. Alors, je conclus en disant oui, le fait que nous soyons colonisés par les Français a laissé des traces, a eu une incidence sur nos comportements. Et ici, dans le cas d'espèce, il s'agit des comportements des sapeurs. Et même les sapeurs ne se gênent pas de le revendiquer, d'ailleurs. Ils ne se gênent pas de le revendiquer. Hein, jusqu'à aller ressusciter Matsua pour lui imputer, comment dirais-je, cette sorte d'accès volontaire aux éléments culturels de la France, cette sorte d'acculturation dont il a été, d'après ceux qui en parlent, victime aussi. Bon, je ne vais pas sur ce terrain-là de Matsua puisque je ne l'ai jamais dit. Bon, ceux peut-être qui le disent ont été témoins, ont été très près de Matsua pour bien dire que Matsua était un sapeur. Merci, Justin Gandoulou. Jean-Pierre Béchu, est-ce que le livre du sociologue Justin Gandoulou vous a fait de l'effet? Alors, c'est un ouvrage, comme vous le disiez, d'un sociologue, Monsieur Gandoulou, donc auteur de ce livre, Au cœur de la SAP, sous-titré Mœurs et aventures de Congolais à Paris, et qui est relatif à ces Congolais, à ces jeunes Congolais qui avaient quitté Brazzaville pour la plupart, puisque les plus nombreux étaient originaires de cette ville, pour venir tenter leur chance à Paris. Et ils vont s'illustrer dans ce qu'on appelle la SAP. Alors la SAP, qu'est-ce que c'est? C'est un mot d'origine argotique qui signifie les vêtements et qui a donné naissance à deux formes verbales, se saper, être sapé, ce qui signifie être bien habillé. Mais être bien habillé avec une élégance presque ostentatoire, une élégance outrancière, une élégance assez exagérée.
Alors pourquoi ces jeunes Congolais venus, pour la plupart, disais-je, de Brazzaville, vont-ils chercher à se faire remarquer par leur tenue vestimentaire très ostentatoire? La plupart de ces jeunes sont issus, disais-je, de Brazzaville, qui était une ville qui, dans les années qui ont suivi la décolonisation, le Congo est devenu indépendant en 1960, a été très très marquée par la présence française. Et culturellement parlant, le Congo se trouvait à l'époque fracturé. Il y avait le Congo du Sud, Léoulia-Brazzaville, très marqué par la présence française, par la culture française, par une certaine fascination pour l'Europe, et puis le Congo du Nord, qui avait été beaucoup plus rebelle à la culture française et où la culture traditionnelle dominait. Alors le phénomène de ces jeunes Congolais qui partent s'installer à Paris est le propre donc d'une jeunesse de Brazzaville pour la plupart, une jeunesse qui est fascinée, disais-je, par la France, par l'Europe, qui rêve d'y aller, une jeunesse qui lit d'ailleurs Salut les copains, la revue de Johnny Hallyday, et qui rêve de mener le train de vie de ces jeunes chanteurs qu'il voit dans cette revue. Et donc, certains vont tenter leur chance. Alors, c'est difficile pour eux parce que beaucoup sont, nous dit l'auteur, déscolarisés, beaucoup sont désœuvrés, 70 à 80% d'entre eux n'ont pas de travail, donc ils appartiennent à une jeunesse défavorisée et qui va tenter sa chance, qui va tenter le tout pour le tout, en allant en France, et notamment à Paris, qu'ils voient comme un véritable Eldorado. Et quand ils y arrivent, ils sont déçus, ils subissent un choc, parce qu'ils se rendent compte que l'Eldorado dont ils rêvaient n'en est pas un. Il y a des problèmes matériels à résoudre, il faut arriver à se loger, il faut trouver un travail, et tous se réunissent à la maison des étudiants congolais, ils sont une centaine, et ils se débrouillent comme ils peuvent pour gagner un peu d'argent. Et ce qui est étrange, c'est que ce peu d'argent qu'ils gagnent, ils l'utilisent uniquement pour s'acheter les vêtements les plus luxueux possibles. Et ils ont un rêve, c'est d'être aussi bien habillés, c'est-à-dire de donner l'apparence extérieure, d'être porteur de ce signe extérieur de richesse qui est le vêtement, qui est la parure, qui est la belle cravate, le beau costume, les belles chaussures, car ils veulent ressembler aux personnes appartenant aux classes dominantes de Brazzaville. C'est là leur but. Imiter ceux qui ont réussi socialement dans la vie, eux qui n'ont pas encore réussi socialement dans la vie. Mais ils veulent imiter les puissants. Ils veulent imiter ceux qui appartiennent aux classes dominantes. Et leur rêve, c'est de revenir à Brazzaville et de se pavaner dans les rues avec leurs magnifiques vêtements pour susciter l'admiration de ceux qu'ils vont croiser, l'admiration de leurs anciens amis, et jouir finalement de la considération dont bénéficient les Congolais appartenant aux classes les plus aisées de Brazzaville. Et ce faisant, ils participent à diffuser les valeurs occidentales qui sont liées à l'argent, qui sont liées à la réussite matérielle, qui sont liées à la consommation. C'est de la société de consommation qu'indirectement, finalement, ils font l'apologie. Et ces jeunes Congolais, tous n'ont pas réussi, bien sûr, ce que l'auteur qualifie de parcours initiatique. Beaucoup n'ont pas réussi, mais ceux qui ont réussi, soit sont retournés à Brazzaville, où ils ont occupé une position sociale enviable, ou alors ils sont restés à Paris, où ils ont aussi acquis une situation professionnelle enviable. Ils ont réussi socialement, mais beaucoup sont restés, il faut bien le dire, sur le bord de la route. Et ce livre a aussi un autre mérite, c'est d'être un florilège de témoignages de Congolais qui ont tenté cette aventure. Ces Congolais qu'on appelait les sapeurs, qu'on appelait aussi les aventuriers, parce qu'ils ont vraiment vécu une aventure.
une petite épopée. Et il y a plusieurs témoignages dans cet ouvrage de ces sapeurs ou encore aventuriers qui racontent les heurts et les malheurs de leur expérience à Paris. Merci Jean-Pierre Béchu. Avant de terminer notre émission, je vous présente le nouveau livre de Ghislain Joseph Gabiot, journaliste, sorti aux éditions L'Harmattan. Vous pouvez le commander chez Amazon, Fnac, L'Harmattan, ou aller en librairie, vous allez le trouver facilement. Et je le recevrai dans la prochaine émission. Notre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci pour votre fidélité. Merci infiniment, Justin Gandoulou. Nous allons nous retrouver très prochainement. D'ici là, bonne lecture et surtout, portez le masque